3, 2, 1. Bonjour. Bon. Et un seul coup. Allô? Je prends le téléphone et je comprends rapidement que du coup c'est l'équipe qui ont besoin d'une cascadeuse pour... Est-ce que c'est vraiment Disneyland comme on peut le penser, tu vois, version grandeur nature? Est-ce que... T'es sûr que tu veux que je réponde à cette question? Sa roue, elle a mangé mon cale-pied, donc ça m'a éjecté de la moto. Paf, la tête par terre, le casque cassé en deux, et bonjour, comment tu t'appelles? Je sais plus. Rentier en Y. Salut, ça va la fin? Ça va et toi? Pour la deuxième? La deuxième. Pour la deuxième. C'est un énorme plaisir pour moi de pouvoir revenir encore une fois Incroyable. ici, de pouvoir discuter avec toi. Oui. Voilà, sur ce magnifique pneu. Ah oui, on est bien. Je te rappelle quand même le concept, même si on a déjà fait cette vidéo, parce que pour la petite histoire, on a déjà réalisé cette vidéo, mais faite par des non-professionnels. Oui. Et donc du coup, on a eu un podcast qui était très bien dans son contenu, Oui. mais le contenant qu'on a utilisé a fait quelques bugs, donc du coup on le refait aujourd'hui. Mieux exploité. Voilà, mieux exploité. Donc je te rappelle quand même le concept de l'Arche, c'est de mettre en lumière des parcours de personnes qui ont aujourd'hui... on va dire sur le papier réussi. Quand je dis réussi, c'est pas seulement de la réussite financière, c'est d'avoir trouvé son why, sa voie, d'être heureux et épanoui, ce qui est ton cas aujourd'hui, et que voilà, tu arrives à vivre de ta passion. Le but justement, et pour, comme on dit toujours, une image vaut 1000 mots, c'est comme si on rentrait dans une salle de sport, qu'il y avait le mec costaud de la salle avec un t-shirt sur lui, avec une photo de quand il a commencé. Et ce que j'aime et ce que je souhaite au travers de ce podcast, c'est que les gens justement puissent voir les prémices de chaque personne qui ont réussi, pour éviter d'être impressionné en fait par le résultat, mais plutôt réussir à voir les prémices pour pouvoir s'identifier facilement et de se dire que c'est faisable et que c'est réalisable. Okay. Donc déjà, premièrement, merci de ton accueil et j'ai hâte de pouvoir faire découvrir donc aux personnes ton parcours. Merci à toi. Écoute, un grand plaisir. Eh bien, plaisir partagé. On a quand même commencé d'autres petites choses ensemble. Je pense qu'on verra à la fin de ce podcast, on expliquera un petit peu voilà, comment on s'est rencontrés, etc., etc. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de toi, voilà, de ton parcours, du commencement, du début, d'où t'es venue cette passion pour la moto, mais Bien vraiment sûr. Au tout début, aux prémices, quand tu étais toute jeune. Tout début, ouais, le tout début. Ouais, s'il te plaît. Du coup, moi je m'appelle Sarah Lezito, du coup je suis cascadeuse professionnelle, pour ceux qui ne savaient pas encore. Du coup, le tout début de comment j'en suis arrivée ici, franchement, c'est vraiment parti d'un hasard. Je vais même te dire, je suis tombée accidentellement là-dedans, parce que à la base, voilà, j'avais pas ma famille qui était issue des sports mécaniques, ni passionnée, ni rien. J'ai vraiment vu des vidéos, j'ai vu des spectacles de moto, des trucs. J'avais envie d'en faire, tu vois, une petite étincelle au fond de moi. J'ai dit, j'ai envie d'essayer. Mon père, il avait un quad agricole, tu vois, un truc vraiment... le gros truc. Un truc qui roule, on va dire. T'as des vidéos de ça? J'ai des vidéos. Cool, malheureusement, super. le quad, il servait plus trop à aller dans les champs à la fin. Ouais, j'ai bien compris. Mais voilà, je l'empruntais, je me suis un petit peu fait la main là-dessus. Et puis, plus j'en ai fait, plus je commençais à être addict au truc, à vouloir aller plus loin. Je regardais sans cesse des vidéos, des gens qui m'inspirent, des athlètes, pas que dans le stunt, tu vois, dans tous les sports en général. T'as quelques noms qui t'ont inspiré quand Franchement, ouais. À l'époque, ça va parler à personne, mais tu vois, Chris Pfeiffer, peut-être Jorian, pour ceux qui ont eu une grosse chaîne YouTube. Maintenant, il a arrêté, il s'est plus dirigé dans les films, mais bref, voilà, c'est un peu les grands noms qui m'ont vraiment... inspiré et qui m'ont modélisé quelque part. Et qui fait m'accrocher à ça, me dire voilà, je veux vraiment en arriver là, avoir au moins tel niveau, qui m'ont fixé des objectifs. Et puis voilà, franchement, j'ai pratiqué à mort. Ce que je voulais juste, c'était réussir à avoir un niveau, sans me dire, parce que je savais pas en fait qu'on pouvait en vivre, que c'était un métier, j'en savais rien. Moi, je voulais juste kiffer. Et du coup, tous les jours, mon kiff, c'était d'aller faire mon petit tour de moto, d'essayer d'évoluer, de filmer un peu mes progrès. Et puis, c'est parti de là, quoi. Ça n'a pas changé, d'ailleurs. Ça n'a pas changé. Et je pense que c'est un peu ce qui fait la réussite. Tu vois, tous les jours, tout ce que j'ai à faire, c'est me lever, mettre le cul sur ma moto. Franchement, j'ai la vie de rêve, tu vois. Je ne me serais jamais dit, je peux faire ça. Du coup, c'est vraiment, j'ai plus que mon objectif de base, quoi. Ouais. Et t'avais quel âge quand t'as commencé, quand justement t'as essayé ce premier quad? C'était quoi l'âge à peu près? L'âge où vraiment j'ai commencé le quad, c'était 13 ans. Okay. Donc tu vois, j'avais pas vraiment l'âge légal de faire quoi que ce soit. Donc tout ce que je pouvais faire, c'était rouler sur des propriétés privées. J'allais un petit peu dans les chemins. Donc voilà, je faisais pas de folie.
Et c'est puis, après toi que les agriculteurs couraient pour... Même pas. Tu sais quoi, moi j'ai toujours été un peu la bonne gamine qui veut pas déranger et tout. Donc limite, c'était les gars, ils disaient vas-y, viens dans mon champ, truc, machin. Cool. J'avais aménagé une petite bosse, des trucs au début pour débuter. Et puis rapidement, tu vois, 13 ans, 14 ans, 15 ans, l'adolescence, machin, j'ai voulu une petite moto. 15 ans, j'ai voulu une 125 direct. J'ai même pas attendu l'âge légal des 16 ans. Je me suis dit, allez, je la veux maintenant. Du coup, j'ai acheté ma petite 125, ma première, et c'est elle qui m'a construit. Qui t'a lancé. Ouais, je te jure. Tu l'as plus, celle-là? Je l'ai plus, je l'avais rachetée parce qu'elle me manquait trop, mais je sais pas, peut-être 10 ans plus tard. Je l'ai revendue parce qu'à l'époque, j'habitais à Épernay. J'avais qu'un petit box pour stocker mes motos, je manquais de place. Et je rêvais de me construire un hangar que j'ai fait. Et puis tout s'est enchaîné, mais du coup, j'ai pas pu la garder longtemps. Mais elle me manque encore. Quand tu dis le hangar, c'est le fameux studio dans lequel on est? Pas tout à fait, non. Dis-toi que j'ai craqué complètement mon slip. J'ai réalisé mes 2 rêves les plus fous. En 2017, du coup, il y a quelques années, j'ai construit ma piste sur laquelle on va aller après, ma piste d'entraînement, parce que... Sur laquelle je vais te montrer mes talents. Exactement. Ouais, d'accord. Parce que du coup, le gros problème de ma discipline, c'est que c'est un sport bruyant, qui paraît dangereux, qui est mal vu par rapport à ce qu'on voit, surtout en ce moment, les rodéos sauvages et tout. Enfin bref, ça, de toute façon, ça a toujours été mal vu, c'est pas clairement une mode. Et du coup, je me suis dit, vas-y, j'en ai marre, je me faisais virer des parkings. Il y avait toujours un voisin qui appelait le truc. J'ai dit, moi, je veux ma piste, au milieu de nulle part, pour rouler quand je veux, sans embêter personne. Du coup, j'ai acheté un terrain qu'on appelle des terrains dégradés, tu vois, des terrains qui valent rien. Tu peux pas cultiver dessus, tu peux rien faire dessus. T'as embêté personne, ni la nature, voilà, ni au milieu de nulle part. voisins. J'ai fait une autorisation pour mettre une piste de bitume que j'ai eue, et c'est parti, quoi. J'ai réalisé mon premier rêve. De là, j'avais plus d'argent. Je mangeais plus que des patates. Oui, mais bon, t'avais ta piste. Voilà, du coup, j'étais condamnée à garder encore mon petit box, mais effectivement, j'avais ma piste. Et puis, un autre jour, tu vois, après multiples réflexions, étant donné que, au début, c'était très instable comme activité, parce que de temps en temps, j'étais rémunérée qu'avec les shows, un tout petit peu YouTube, mais vraiment pas assez pour vivre. Tu vois, ça me payait à peine mes pneus que je pouvais changer, mon essence. Cela, non. Voilà. Et puis, les films, j'en faisais pas beaucoup. Donc, si tu veux, à l'échelle d'en faire un par an, t'as pas de quoi vraiment vivre. Clairement. Et du coup, je suis quand même allée demander à la banque pour faire un crédit. J'ai dit, je veux faire mon hangar pour développer mon activité de moto, pour faire plein de projets dedans. Ils ont dit oui. J'ai fait, vas-y. J'ai réussi ma vie. J'ai une piste à hangar. Je te jure. Du coup, je me suis fait mon kiff. Je me prenais pour une américaine et tout, tu vois. J'ai fait un crédit de 100 000 € pour faire un petit hangar, tu vois, un petit hangar de 360 mètres carrés. Beau hangar. Là, du coup, j'ai pu vraiment faire tous mes kiffs, voitures de drift, moto, à gogo et tout, là. Moindre argent que je gagnais, c'était dépensé dans un truc qui roulait. Oui. Et puis, du coup, ça s'est bien développé. Et puis, voilà, maintenant, on est bien, quoi. Ouais, clairement. Donc, du coup, tu as un hangar dans lequel tu stockes aussi des actuels. Alors, là, du coup, ça a changé. Du coup, finalement, le hangar, un peu trop ambitieux, j'ai réduit un peu plus petit, surtout pour un peu regrouper tout ce que j'avais. Parce que finalement, j'avais la piste à un endroit, le hangar à un autre, l'habitation à un autre. J'avais surtout peur, je me sentais un peu en insécurité, qu'il se passe des trucs, tout ça. Du coup, j'ai préféré tout regrouper dans mon habitation principale. Donc, on a les bureaux, le garage, puis l'habitation ici. Et puis, on a gardé que la piste un petit peu plus loin, quoi. Donc tu as revendu ce fameux garage pour centraliser. J'ai fait une belle plus-value d'ailleurs. Parce que c'est bien, ça. Je l'avais construit en bois et entre-temps, la valeur du bois avait augmenté à cause du Covid, des trucs comme ça. Et du coup, j'ai fait, c'est peut-être la bonne occasion. Magnifique. Voilà. Du coup, tu as pu réinvestir encore dans des motos. Ouais, c'est ça. Tout à l'heure, tu as dit justement, avant de faire des films, etc. Alors, justement, j'aimerais revenir sur la monétisation de ta compétence. Moi, j'explique énormément au travers de mon propre parcours, mais surtout de toutes les personnes que j'ai déjà interviewées, que finalement, il est impossible de bâtir une rémunération si on la bâtit sur une volonté de rémunération. Mais que finalement, c'est en bâtissant autour d'une passion qu'un jour, je ne sais pas ce qui se passe, on arrive à monétiser ce qu'on aime. Et c'est quelque part ce qui s'est passé pour toi. Est-ce que tu peux nous raconter, entre la passion et le fait que tu arrives à vivre de ta passion, comment ça s'est passé, quelles ont été les prémices et jusqu'à où tu es arrivé? Alors, tu vois, c'est là que je te disais, à la base, ce que je faisais, c'était essayer d'évoluer, filmer, et puis j'ai commencé à publier sur YouTube, forcément en espérant que ce soit vu, mais sans me dire, tu as vite la réalité en face de toi, c'est que tes vidéos, elles font 1000, 2000 vues au début, et que ça va pas bien loin. Donc, écoute, c'est pas grave, j'ai quand même continué à faire ce que je faisais. On a fait une grosse vidéo, une belle vidéo. Maintenant,
Ça me fait rire, hein, mais à l'époque, tu vois, on a vraiment mis tout notre cœur dans cette vidéo. Tu vois, on avait loué une grue, un dolly, vraiment des trucs pour faire un truc bien. Elle s'appelle One Out of Billion Girls. Donc j'ai donné un titre, tu vois, très, bon, on mettra le lien très modeste. Mais bon, j'avais envie que ça sorte du lot. C'était la réalité aussi. Il n'y avait vraiment aucune fille qu'on voyait faire ça. Donc j'ai dit, allez, petit titre un peu prétentieux, mais voilà, c'est la vérité. Ouais, bien sûr. Et la vidéo a rapidement fait 1 million de vues, ce qui m'a permis du coup d'être appelée pour faire des films, d'être appelée pour faire des démos sur des salons, des trucs. Du coup, j'ai commencé vraiment à travailler grâce à ça. Mais encore une fois, sans le vouloir, c'est pour ça que tu vois, je dis toujours vraiment, j'ai pas vraiment voulu tomber dedans, mais c'est un peu le truc qui m'est tombé dessus parce que aussi je l'ai provoqué. J'ai vraiment lancé la boule qu'a fait. Tu t'es mis à fond. Je me suis mis à fond. Voilà. Et du coup, c'est parti de là, puis on a continué, quoi. Donc d'abord, tu as commencé à publier sur les réseaux. C'était quoi les réseaux prioritaires? YouTube? YouTube. Complètement YouTube à fond. C'était très long d'ailleurs, parce que comme je faisais des vidéos vraiment de mes meilleures figures, c'était une vidéo par an, une vidéo tous les 2 ans même. Donc, tu vois, ma première vidéo, elle date de 2008. Avec le quad, du coup. Non, avec la 105. Quad, je crois quad, j'ai encore plus vieux, 2007-2006. Je sais même plus tellement c'est vieux. Et puis après, 2011, 2013, 2015, voilà, c'était comme ça. Et puis tu vois, c'est des vidéos où je parlais pas, donc langage universel. Donc je faisais vraiment des vues à l'international. Et donc voilà, ça a vraiment permis de m'apporter des opportunités dans le monde entier, quoi. Alors justement, quelles ont été les premières opportunités, sans parler de cette fameuse opportunité que je connais et que j'étais choqué de l'apprendre en plus, parce que c'est un de mes films préférés. Quels ont été les premiers contrats, voilà, les premières... quelle était la sensation déjà de pouvoir monétiser au tout départ ta passion, parce que tu t'y attendais pas, les premiers chèques, les premiers revenus, quelle sensation ça a fait quand tu as reçu l'argent? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tout ça? Ouais, la toute première démo que j'ai fait, c'était une grosse démo. En plus, c'est un des plus gros salons de France de moto, c'est le salon de Lyon. Donc c'était en 2012. Et vraiment, je me suis dit, mais c'est pas possible qu'eux me contactent. Genre, je me sentais trop mal, je stressais à mort. Je me suis dit, franchement, je vais y aller. Qu'est-ce que je vais faire, tu vois? J'étais avec des autres athlètes qui avaient 100 fois mon niveau, mais voilà, j'y suis allée. Je sais même plus comment j'ai été rémunérée parce que j'avais pas de société, tu vois, j'avais même pas 20 ans. Et je l'ai fait, j'étais stressée à mort. 2 mois après, on m'a rappelé pour en faire un autre, pareil, des petits salons, des trucs. J'étais stressée à mort. Je te jure, je me sentais mal à chaque fois que j'en faisais un. Autant je faisais des trucs de ouf chez moi, j'arrivais là-bas, j'étais tétanisée. Je roulais 5 minutes, mes bras, ils étaient gonflés, mes mains, je les sentais plus, c'était horrible. Du coup, je roulais 5, 10 minutes, je m'arrêtais, je faisais ça, je repartais, tu vois, après. Et puis, du coup, j'avais mes parents qui étaient un peu là pour me soutenir. Ils me disaient, bon, là, va peut-être falloir faire ta micro-entreprise, quelque chose pour déclarer si tu en as souvent. Donc, j'ai commencé à faire ma micro-entreprise. Et puis voilà, c'était que des petites démos comme ça au début qui m'ont, qui m'aidaient. Tu vois, même, je savais pas quel prix donner à ma prestation non plus. Genre, c'est quoi ton prix? Mais je sais pas. Je pensais pas être payé, moi. Grave. Je pensais que c'était moi qui devais payer pour le faire, tu vois. C'est clair, clairement. Et du coup, ça a commencé comme ça vraiment. Et puis petit à petit, tu vois aussi le truc que t'es pas indispensable, mais que il y a personne d'autre qui pouvait le faire à ma place, que ce soit pour ça ou pour cette autre fameuse activité dont on va parler dans quelques instants. Mais c'est un truc de fou. Ça représentait quoi en termes de somme au départ, tes premières rémunérations, si t'es OK pour le dire? Bien sûr. Je crois que le salon de Lyon, j'avais roulé 2 ou 3 jours, je sais plus. Je crois que j'avais demandé 1 200 €. Tu vois, ce qui est dérisoire, tu vois, parce que moi, ça m'a coûté un pneu par jour. Donc, tu vois, un pneu, c'est 100 € si tu as un bon prix dessus. L'essence, le déplacement, machin, les hôtels, les trucs, dormir sur place, c'est gratuit, quoi. Vois, je te jure. Mais bon, tu vois, c'est comme on dit, je pouvais pas dire... Enfin, si, j'aurais pu, mais j'assumais pas, en fait. Tu vois, j'assumais pas du tout. Je me suis dit, c'est pas... Enfin, je peux pas être là. J'ai pas ma place là. Ouais, clairement. Que finalement... voilà. Mais j'ai vraiment mis du temps à me conditionner là-dedans, à voir qu'effectivement, il y avait beaucoup de demandes, qu'il n'y en avait pas d'autres qui pouvaient me remplacer. Et il a fallu que je m'y habitue. Concrètement, comme toi, tu as fait uniquement par passion. À aucun moment, tu t'es dit quelqu'un va me payer pour ma passion. Et c'est ça exactement.
Exactement. C'est ça que tu n'arrivais pas à modéliser en fait au tout départ. Et encore, je te dis ça, mais c'est pas vrai parce que en vrai, la toute première démo, mais du coup, j'avais fait gratuitement. C'était dans ma ville à Épernay, un truc genre en 2010. Et pareil, j'y étais allée avec ma 125, j'avais mis un maillot de cross que j'avais demandé à un magasin pour lui faire de la pub, mais je te jure, j'ai vraiment fait le truc à l'envers. Mais c'est vrai qu'on était 10 à rouler, 10 comme moi, juste kiffer. Et... C'était cool. C'était cool. Et celui-là, tu vois, bizarrement, je n'ai pas le souvenir d'avoir autant stressé que celui où vraiment je suis rémunéré, il n'y a que moi qui roule. Et là, finalement, ça met une autre... le fait que tu sois payé, ça met de la pression. Parce que, en fait, si tu... quelque chose voilà, c'est ça. Si c'est gratuit, au pire, tu te rates, t'as rien... Tu vois ce que je veux dire, t'as rien pris. Ouais. Et puis moi, je suis quelqu'un qui avait beaucoup de mal avec tu vois, les commentaires négatifs sur les vidéos. Heureusement, je fais un truc où j'ai 99,9% de commentaires positifs. Sinon, je pense que j'aurais tout arrêté. Je te jure, j'étais trop sensible à ça. Et ça fait pas longtemps que j'ai réussi à m'en détacher, à regarder ça avec un autre œil, et me dire, de toute façon, ceux qui critiquent, c'est ceux qui font moins bien. C'est ça. C'est vrai en plus. On n'est jamais critiqué par quelqu'un qui fait mieux. Je te jure, du coup, heureusement qu'il y a tout qui est un peu allé dans mon sens. Quoi. Est-ce que tu as du coup maintenant identifié que, pour ceux qui ne savent pas, ce qui s'est passé pour toi, c'était le syndrome de l'imposteur, ça s'appelle comme ça. C'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, le syndrome de l'imposteur, c'est tout simplement le fait de ne pas se sentir légitime pour faire comme moi j'ai pu vivre au tout départ quand j'ai créé Gorantier. Pareil, j'ai parlé de conseils sur l'immobilier, on commence à me dire Jérémy, tu ferais pas une formation, tu voudrais pas m'accompagner, mais attends, je suis qui moi pour faire ça? Je tremblais de partout, j'osais même pas demander de l'argent, parce que je me suis dit en plus si je demande de l'argent et que les résultats sont pas au rendez-vous, tu doutes tellement de toi que t'arrives pas. Que les gens ils disent mais j'ai payé pour ça en fait. Ouais, clairement. Et puis tu regardes les autres en se disant que c'est que les autres qui ont le droit de le faire. Tu vois, que toi, pourquoi ils m'appellent à moi, tu vois? Et on met du temps à percevoir sa valeur. Et c'est d'autant plus compliqué quand justement on ne cherche pas à la monétiser. Quand tout départ, c'était pas dans notre plan, c'était pas dans ton plan. Bah non, clairement pas. Le plan c'était je voulais kiffer. J'avais prévu de travailler comme tout le monde, tu vois, de faire mes heures, mes trucs, et puis ma moto le dimanche comme je faisais quoi. C'est ça. Et un jour il y a quelqu'un qui vient te voir et qui te dit en fait, tu vois tout ce que tu fais tous les jours où tu t'éclates, je vais te payer pour que tu fasses ce qui t'éclate de faire. Magnifique. Franchement, c'est incroyable. C'est très dur de reconditionner un cerveau comme ça. Mais c'est faisable. C'est faisable, c'est possible. Complètement. Mais bon, le message important à retenir, c'est que on ne peut pas, si on se concentre sur aller chercher de l'argent, ça fonctionne pas pareil. Clairement pas. Il faut rester focus dans sa passion. Non, et puis tu vois, moi, je le vois en fait par rapport à des gens qui veulent commencer dans l'optique de devenir cascadeur, machin. Et je vois que ils progressent pas de la même façon. Ils vont. C'est pas comme moi où tu vois, je comptais pas mes heures, je comptais pas de la façon où j'y allais, comment je m'habillais, tu sais, parce que maintenant il faut être beau sur les réseaux, les machins, les trucs. Les gens ils se prennent trop la tête. Limite, ils commencent à se faire un compte Insta, ils voient que ça marche pas, ils arrêtent. Du coup, parce que ça marche pas. Mais c'est pas ça, tu vois, tu kiffes vraiment ton truc, t'attends pas le truc. Mais t'attends rien en fait. Moi, j'attendais même pas quelqu'un qui m'accompagne. Normalement, faire de la moto, tu vas jamais tout seul, au cas où il t'arrive un truc et tout. Bien sûr. Et moi, ça, j'ai pas du tout respecté. C'est-à-dire que là, j'appelle un pote, il peut pas rouler, je m'en fous, j'y vais quand même, tu vois. Ouais, bien sûr. Et je vois très peu de personnes maintenant dans lesquelles je me reconnais, qui ont vraiment cette accroche, parce que justement, ils ont cette ambition d'en vivre ou voilà, de faire de l'argent dessus. Oui. S'ils voient que ça fonctionne pas, ils arrêtent. Tant qu'ils n'ont pas un public, ils le font pas. C'est ça. Et ça, c'est forcément une erreur monumentale. C'est ça. Le seul moyen de réussir, c'est de travailler plus. Mais quand tu vois, quand les gens ils perçoivent mal sur les réseaux, etc., quand on le dit, parce qu'ils se disent ah ouais, mais travailler plus, ça sert à quoi? Mais en fait, pour nous, quand je dis pour nous, c'est la génération des entrepreneurs passionnés. Quand on travaille plus, on n'a pas l'impression de travailler en fait. C'est ça. Pour nous, c'est un peu le cheat code. Ça veut dire qu'on s'en fout en fait, parce que quoi qu'il arrive, que tu me regardes ou que tu me regardes pas, je le ferai quand même. Et c'est là où on devient plus fort. C'est parce qu'effectivement, on bosse plus que les autres, mais on bosse plus que les autres parce qu'on n'a pas l'impression de bosser, parce qu'on le fait par passion. Mais grave. Et que ça devient presque un plaisir, quoi. C'est ça. Voilà, je vais passer mon petit moment à faire mon truc et voilà. Et en plus, je serai payé. Et en plus, là, c'est la cerise sur le gâteau. Là. C'est magnifique. Donc, du coup, tu as commencé à faire ces premières vidéos, tu t'es éclaté, tu as réussi à avoir tes premiers cachets, tes premières rémunérations. Et un seul coup, allô. Raconte-moi. D'un seul coup, c'est carrément ma mère, elle m'amène le téléphone comme ça à la maison. Elle me dit, Sarah, on m'appelle pour toi, je comprends rien, c'est en anglais. Elle me dit, je crois que c'est pour toi. Je prends le téléphone et du coup... avec mon niveau d'anglais très nul, aussi nul que la façon dont je filme avec une caméra. Non, c'est meilleur, ça va. C'est meilleur en anglais. Ouais, maintenant ça va. Mais tu vois, à l'époque, du coup, je comprends rapidement que du coup, c'est l'équipe d'Avengers qui ont besoin d'une cascadeuse pour Scarlett Johansson. Et du coup, au début, je pensais que c'était un fake.
Ouais, bien sûr, parce que c'est bizarre. Pourquoi ils appellent sur le fixe? Du coup, ils ont vu cette vidéo YouTube, la fameuse One Out of Billion Girls, et ils ont recherché mon nom, mes coordonnées, mes machins, ils sont tombés sur le fixe de mes parents, quoi. Incroyable. Énorme. Et du coup, là, j'étais en train de finir mes études, un BTS viticulture œnologie. Oui. Et, tu travaillais dans la vigne déjà quelque part, parce qu'avec le quad, tu voyais. Ça veut reconnaître le raisin. Ouais, non, franchement, ça, en vrai, j'ai toujours kiffé. Le vin, pas trop, mais la vigne, ouais. Bref, je m'éloigne. Et du coup, non, mais je suis arrivée du coup à ce stade où il a fallu faire un choix. Du coup, soit je partais 2 mois pour Avengers, où du coup, ça allait demander du temps. C'était même pas 2 mois d'affilée. Ouais. C'était 2 semaines, une semaine et 1 mois en Corée du Sud. Donc, c'était des gros voyages. Des grosses OP et du coup j'ai dit ok, je prends les films et du coup j'ai pas eu mon BTS. Ouais. Tu regrettes pas? Je regrette pas. Non, j'ai vraiment fait le meilleur choix de ma vie, quoi. Avant de parler justement de la suite, j'aimerais que tu nous racontes un petit peu ton émotion sur le moment, c'est-à-dire crise de panique. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Clairement, encore une fois, c'est ce truc, mais pourquoi ils m'ont appelé, genre comme s'ils avaient personne d'assez compétent pour le faire, mais effectivement ils avaient personne assez compétent pour faire le truc. Et quand je suis arrivée sur place, mais surtout maintenant quand j'y repense, enfin, je réponds pas du tout à ta question parce que mais c'est surtout, je me disais, mais en fait, ils avaient personne d'autre pour le faire. Et pareil, stress. Est-ce que je le fais? Trop de questions. J'arrive là-bas, je suis la seule française. J'étais pas bien du tout. Ouais. Vraiment, j'étais pas bien du tout. Et puis, j'avais 20 ans à l'époque, donc j'étais un bébé, tu vois. Je sortais de la maison. Je n'étais jamais allé plus loin que le Portugal chez ma grand-mère. Donc là, il fallait m'envoyer aux États-Unis, à Londres, en Corée du Sud, tu vois. T'es partie seule? Je suis partie seule. Seule française dans l'équipe, donc pas le choix. J'ai appris l'anglais sur le tas. Mais franchement, meilleure expérience de ma vie. En vrai, heureusement, ça m'a débloqué, décoincé, tout. Ouais, parce que finalement, tu as dû sortir de ta zone de confort, aller affronter quelque chose d'incroyable, parce que finalement, la peur, c'est toujours la conséquence du manque de repères. Ouais. Et là, il y avait 0 repère. Donc la peur était à son paroxysme. Ouais, c'est clair. Et donc automatiquement, il a fallu un gros travail. Et encore, je pense que c'est même pas un gros travail. Il faut lui mettre un coup de pied au cul et dire allez go. Un coup de pied au cul, mais c'est même plus que le mental. C'est qu'il y avait vraiment une réelle difficulté par rapport à une nouvelle moto qu'il me donnait, une moto que personne connaissait. C'était un prototype à l'époque, la Harley Davidson électrique. Je sais pas si tu en as entendu parler, mais non. C'était un fiasco. Et du coup, à l'époque, j'ai pas encore créée, donc il n'y en avait que 2 à l'usine. C'est pour ça que je suis allée aux États-Unis pour l'essayer. Donc j'ai signé des décharges au cas où la moto risque d'explosion, des trucs comme ça, parce que c'était c'est parfait ça. Parfait. Tout pour rassurer, quoi. Du coup t'es sur des routes, il y a des graviers, tu pars avec des pneus froids parce que le jour des tournages, tu peux pas te chauffer comme tu le fais d'habitude. Donc vraiment, t'es dans un milieu hostile. Clairement. Et que des gens qui parlent, tu comprends rien. Vraiment, là, c'était... ça se trouve, ils étaient tous en train de te féliciter. Mais qu'est-ce qu'il dit? C'est ça. Ouais. Non, mais c'était vraiment dur, mais c'est bien, tu vois. Ça m'a vraiment rendue plus forte. Ouais, cool. Donc, une belle épreuve. Ouais, franchement. Une belle épreuve. Ouais. Et donc, là, à ce moment-là... Tu sais que je suis un très grand fan d'Avengers. Voilà. Tu as vu quelques acteurs connus. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu as vu, même si on sort un peu du sujet, c'est important pour moi. Alors j'ai vu beaucoup Chris Evans qui faisait Captain America parce qu'il y a beaucoup de séquences, notamment dans les sports motorisés. Donc si tu veux, quand on fait les films, on a plusieurs sets qu'on appelle. Donc nous, on était vraiment les motos, les voitures, tu as les acteurs, celui qui court. Enfin bref, on est tous un peu éparpillés. Sur plusieurs lieux de tournage en même temps, donc c'est un peu fou. Et du coup, on était beaucoup avec Captain America qui était là, qui faisait beaucoup de raccords entre les prises. Et j'ai pas vu Scarlett Johansson ce jour-là. Elle était enceinte. T'as vu? Elle m'a vu en vidéo. Oui, mais on s'est vu plus tard. Je te raconterai si tu veux. Oui, je veux bien, tu me racontes après, bien sûr. C'était drôle. Et j'ai vu plusieurs acteurs. Alors après, je les connais pas tous. Le mec qui a fait Hulk, l'autre. Tu vois, vraiment, j'ai pas ma place là-dedans, je les connais même pas les personnages. Et arrivé là-bas, est-ce que ce sentiment s'est accentué, ce sentiment de qu'est-ce que je fais là au milieu de toutes ces personnes connues? Est-ce que on se sent encore plus petit? Parce que c'est quand même un truc, un show à l'américaine, quoi, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est vraiment digne de ce qu'on a dans nos esprits? C'est-à-dire que le show à l'américaine, tu sais que pour nous qui sommes loin de tout ça, est-ce que c'est vraiment Disneyland, comme on peut le penser, tu vois, version grandeur nature? Est-ce que
T'es sûr que tu veux que je réponde à cette question? Ouais, que tu nous dises, ouais, bien sûr. En vrai, il y a une grosse partie qui est faite réellement. Il y a des voitures qui explosent et tout. Tout ça, c'est vraiment fait. Tu le vois, tu le vis. Il y a des mecs vraiment qui se font sauter. Ils appuient sur un bouton, les bagnoles, elles explosent. C'est impressionnant. Et il y a d'autres trucs, effectivement, c'est de la triche. C'est de la triche. C'est pas des fonds verts, c'est du CGI, quoi. Ils refont tout par ordinateur. Donc à un moment, tu me vois passer sous un camion. Et évidemment, je suis pas passée sous un camion, c'était beaucoup trop dangereux. Donc j'ai fait le truc, ils ont fait passer le camion et ils ont mis ça ensemble. Bah, très très bien. Ça me va aussi, hein. Franchement, ça me va aussi. Hein. Je serais payé pareil, oui. C'est ça. Il y a eu un avant et il y a eu un après, j'imagine, du coup, puisque j'imagine qu'une fois qu'on a fait une mission comme celle-ci, on est peut-être contacté par d'autres personnes. Il y a peut-être... comment ça s'est passé la suite après? Quel a été la suite? Quel a été le après? Bah, c'est ça, en fait, une fois que tu en as fait un, tu rentres dans un petit registre qu'ils ont, eux. Donc, si tu as été sage et que tu as bien travaillé, tu es bien noté. Sinon, souvent, ils ne te rappellent jamais. Je comprends. Ils m'ont rappelé un an après, donc c'était bon signe. Et puis, après, ça s'est enchaîné doucement. Je te dis, j'avais un gros projet par an, une grosse opportunité, j'allais dire. Mais c'était... après, c'est pas devenu la routine. Mais oui, je me suis vite habituée. Tu revois un peu les mêmes gens. Tu refais un peu... pas les mêmes choses, pareil mais en différent, tu vois, donc des autres motos, des autres lieux, mais c'est vrai que le principe c'est toujours le même, tu as un scénario, tu dois le faire et voilà, du coup j'ai foncé. Donc l'année d'après, j'ai enchaîné avec un film qui s'appelle Inferno, où j'ai vu Omar Sy, j'ai vu Tom Hanks, j'ai vu des acteurs de ouf. Tu me dis merci. Ouais. Donc, du coup, tu as bossé, pardon, une blague de merde. Ouais, vraiment, ma blondeur. Non, on la laissera. Et trop sympa d'ailleurs, vraiment le même en vrai, pareil. Et du coup là on était 3 Français, donc dont Omar Sy, donc là trop bien parce qu'on a pu un peu discuter, etc. La gang de Français insociables. Clairement, on va se regrouper. Voilà. Après j'ai fait Black Widow où là j'ai vu Scarlett, cool. Donc vraiment là j'ai pu échanger avec elle, on a vraiment travaillé, donc sur une semaine tous les jours on faisait des raccords, voilà. Je faisais sa doublure en moto, donc après c'était elle qui revenait sur la moto faire tout ce qui était à l'arrêt, les dialogues. Donc je lui disais exactement comment fallait se mettre, fallait que je vérifie sur la caméra que c'était bien comme j'étais et tout. Donc là j'ai vraiment travaillé, c'était vraiment intéressant là. Elle est cool. Elle est cool, ouais. Elle était désolée pour la perruque qu'ils m'ont mis dans Avenger. Elle aimait pas. Elle s'en fout, c'était vraiment pour moi quoi. C'était un peu atroce cette perruque, vraiment. Ouais, horrible. Tu l'as gardée en souvenir, non? Je l'ai pas gardée. Non, tu sais, ça fait partie des props là. Tu dois tout rendre, malheureusement. Propriété. Ouais. Mais tu vois là, ça s'est enchaîné. J'en ai fait, je sais pas, une dizaine maintenant. C'était cool. C'est quoi pour toi ton plus beau souvenir dans toute ta période moto? Ça n'est pas forcément une grosse prod, mais ton plus beau souvenir marquant? De toute la carrière? De tout. De toute la carrière. Je pense que c'était une des premières compétitions mondiales où j'étais la seule fille. Je suis arrivée et déjà il y a plein de mecs, leur objectif c'était d'arriver devant moi. Et j'en ai foutu beaucoup derrière. Et j'ai gagné plein de petits contests et j'ai fait 8e au général sur, 100 mecs, tu vois. Cool. J'étais trop heureuse. J'étais là, mais voilà, en fait, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Je te jure. Je vous avais dit quoi? Ouais, je te jure. Et c'était un peu mon année où j'avais la hargne de ce truc, tu vois. Et j'ai pas continué les compètes, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir d'en faire une, de montrer que, voilà, si je veux, à tout moment, je débarque. Et clairement, je vais vous montrer. Ouais, voilà. Mais le truc, c'est que j'ai pas l'esprit compétitif, donc je me suis pas acharnée là-dessus. Comme d'hab, toujours, je préfère faire ça dans mon kiff. Dans ton coin, faire mon truc, voilà. Pour toi. Mais en tout cas, ça reste un souvenir de ouf, quoi. Et le pire, du coup? Et le pire, c'est celui, malheureusement, dont je me souviens pas parce que j'ai chuté tellement fort que j'en ai fait un trauma crânien. C'était il y a pas longtemps, hein. C'était l'été dernier, en août, sur un film. Donc du coup, toi, souviens-toi l'été dernier, ça marche pas, quoi. Ah non. Non. Et j'ai fait une chute, mais vénère, quoi. Je devais bousculer un Range Rover comme ça, on devait se séparer. On l'avait fait 500 fois la répète. Et le jour du tournage, un truc improbable, sa roue, elle a mangé mon cale-pied, donc ça m'a éjecté de la moto, mais on roulait, on roulait peut-être à 50, 60, mais sauf que tu fais un vol plané à cette vitesse-là, je me suis retournée,
paf, la tête par terre, le casque cassé en deux, et putain. bonjour, comment tu t'appelles? Je sais plus. Ah, merde. Voilà, donc hôpital, ça va. Je suis un peu plus débile qu'avant, mais Oui, ça, oui. Mais tout va bien. tout va T'as bien. transformé tes chaises en pneus, mais Voilà, voilà, exactement. tout se passe bien. Exactement, ouais, Ok. c'est le truc qui m'a surtout donné du recul aussi sur les risques du métier et sur ce que je voulais vraiment faire, mais comme d'hab, comme on dit, ce qui ne tue pas nous rend plus fort. Ouais, et clairement. ça m'a appris aussi de faire plus attention à moi. Peut-être que c'était aussi ma faute. Voilà, il y a plein de trucs qui sont rentrés en compte ce jour-là. Voilà, le pire. Et donc du coup, maintenant, tu vis de ta passion. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment, à quoi ressemble, alors peut-être pas une journée type, mais on va dire une semaine type. Voilà, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu dans ta vie comment ça se passe? Ok, alors une semaine type, le lundi, c'est mon jour préféré parce que le lundi, j'aime bien me lever tôt. Je sais qu'il va se passer des trucs, qu'on va faire du business, des papiers, qu'on va rouler. Il va se passer plein de trucs le lundi. Du coup, je me réveille, je m'étire, je vais au sport, je bichonne mes motos. L'après-midi, c'est consacré au contenu. Ouais. Création de contenu. Ouais, le mardi, c'est jour de repos. Faut pas venir me voir le mardi comme tu as vu la dernière fois. Je suis pas productive. Ouais, j'ai vu, tu rates les caméras, tu manges pas, tu mange pas, on jeûne, on se repose. C'est vraiment le jour, faut pas venir, faut nous laisser dans notre cave. J'ai essayé, je suis revenu un autre jour, hein, t'as vu. C'est ça, on t'a nourri quand même. Oui, on m'a nourri, c'est vrai que j'ai très très bien mangé. Voilà. T'es sûr que t'en veux un peu plus, Jérémy? Ah oui, encore. C'est ça. Pareil, mercredi. En gros, c'est un peu un jour sur deux, tu vois. J'essaie de faire un jour vraiment où je donne tout, un jour où justement c'est plus posé. Okay. Et puis le week-end, c'est des jours normaux pour nous, donc on travaille aussi. Ouais, voilà. Donc ce que je voulais mettre un petit peu en lumière, justement, c'est que quelque part, t'as une vie normale. Ouais, complètement. Tu vois? Mais j'essaye. Après, c'est vrai que c'est compliqué vu que y a les voyages, des OP un peu partout, des trucs qu'on doit respecter, tu vois, des rendez-vous, des machins. Donc c'est vrai que des fois, faut s'organiser. Mais effectivement, c'est une vie plutôt normale. Et tu m'as dit que tu avais une associée dans l'histoire, elle a disparu. Tu as une associée, tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe du coup avec Charlotte? Comment elle t'aide? Comment, voilà, vous êtes une team. Donc est-ce que tu peux me raconter un petit peu? C'est ça, c'est ma meilleure amie, ma femme, mon associé, tout. Cool. Donc écoute, Charlotte, on s'est rencontrés il y a 5 ans. Elle n'était pas du tout de ce milieu non plus. Elle a commencé à prendre la caméra un peu pour elle, limite, pour tester, pour faire des trucs. Et puis, finalement, elle est plutôt douée pour ça. Donc, je l'ai gardée. Sauf quand elle n'est pas là. Exactement. On a vu la dernière fois. Voilà, quand elle n'est pas là, il y a toujours des problèmes. Donc, vaut mieux l'avoir. Et puis, écoute, ça se passe super bien. Du coup, c'est elle qui filme? Ouais, elle filme, elle monte, elle publie. Et du coup, moi, je fais que rouler et la partie dans le garage, quoi. Ok, donc vraiment belle association et puis bel amour en même temps. Parfaite complémentarité. Cool. On est souvent ensemble sans être trop ensemble, tu vois. Chacune a un peu son étage. Ouais, clairement, donc, clairement. Tu vois, on n'est pas non plus c'est en bien. train de s'étrangler. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Faut attendre un peu. Voilà. Non, mais écoute, pour l'instant, franchement, c'est nickel. Donc, ok, cool. Voilà. Je vais rebondir un petit peu. Vas-y. On s'est rencontrés il n'y a pas très longtemps. Les gens doivent se poser la question, comment on s'est rencontrés, etc. Est-ce que tu peux nous raconter qu'est-ce qui a fait qu'on est là aujourd'hui à discuter? Alors, la raison, c'est simple, c'est que moi, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui était immobilier, investissement, patrimoine, tous ces trucs-là, parce que voilà, 30 ans passés. La règle des 30 ans, hein, voilà, je vais faire autre chose que de la moto. Non, mais en vrai, ça fait longtemps que je m'y intéresse, en fait, que j'avais déjà fait une formation, mais que j'arrivais pas, en fait, à faire le pas, tu vois, toujours ce manque de confiance en moi. Et tu vois, comme tu vois, c'est pas un truc nouveau, c'est un truc qui date. Et là, c'était pareil, j'étais là, mais et si y arrive, et si je fais une connerie? Du coup, je regardais beaucoup tes vidéos. Pourquoi les tiennes? Me demande pas. J'ai commencé à regarder, j'ai accroché, j'ai tout regardé. Du coup. Tu vois, au petit-déj, aux toilettes, tout le temps, t'étais. Je suis partout. T'es partout et maintenant t'es là. C'est incroyable. Vois, des fois, je commence sur les toilettes et je finis ici. Et en fait, j'arrivais pas à acheter ta formation à la base. À la base, c'est pour ça que je te contactais. Donc, je t'ai envoyé un petit message. Excuse-moi, comment on fait pour acheter ta formation? Je comprends pas, ça m'envoie toujours vers un truc formation gratuite. Je sais que. Moi, tout gratuit, moi. C'est bizarre. C'est étonnant. Donc, il y a un petit souci et puis voilà. Ouais, ok, cool. Ça finit là. Donc du coup, l'objectif pour toi, avant de parler un petit peu plus du reste, quel est l'objectif pour toi de l'investissement immobilier? À quel besoin ça répond? À quel besoin fondamental ça répond? Qu'est-ce que tu vas chercher
on va dire, à sécuriser ou qu'est-ce que tu cherches à faire avec l'immobilier? Moi, ce que je veux faire, c'est un beau patrimoine pour mes enfants, que le jour où je peux plus faire de moto, où je me casse une jambe, imagine, eh ben, il n'y a pas de problème, j'ai pas à m'inquiéter, j'ai pas besoin de retourner travailler à l'usine, mais j'ai pas non plus envie de trop de me fatiguer, tu vois, avec ça, j'ai pas envie que ça prenne trop de temps, donc voilà, j'ai pas envie de faire un truc où je veux de l'argent, des trucs, non, je veux juste, voilà, si dans 10 ans j'arrête, eh ben, que je veux faire que mon potager et manger bio c'est clair. et m'occuper de mon chien, eh ben, je pourrais le faire, voilà, tout simplement. Donc tu veux en fait utiliser, si je comprends bien, ta passion, les rémunérations de ta passion, pour pouvoir en fait sécuriser ta vie et ton avenir au travers de quelque chose de plus, de plus solide que malheureusement, c'est vrai que quand on vit de sa passion demain, si les réseaux sociaux se cassent la gueule, si tu te fais mal, etc. L'objectif pour toi, c'est vraiment de sécuriser vraiment ton avenir. Bah, c'est ça, tu vois, là on a une source de revenus, bah, voilà, comme tu dis, c'est les réseaux sociaux, c'est un peu les sponsors, un peu les démos. Bah ouais, si je peux plus faire de moto, tout dépend vraiment de moi, et ben c'est fini, quoi. Donc ouais, effectivement, sécuriser tout ça. Après, tu vois, l'avantage, on ne vit pas comme des Américaines non plus, on a un train de vie assez simple. Bon, regarde pas la voiture. Des fois, je me fais un petit plaisir. Elle est sauvage. Elle est sauvage, voilà. Je veux pas qu'elle perde trop de valeur non plus. Mais tu vois, je suis pas en train de délirer non plus. Donc, je pense que ça va aller et qu'on va réussir à faire un truc bien, quoi. Ouais, clairement. Donc, du coup, tu as commencé l'immobilier. Donc, comme tu as dit, tu as suivi une formation. Aujourd'hui, donc du coup, si je comprends bien, c'est pas une formation que tu es en train de suivre? Ouais, bah en fait, c'est même pas le souci de la formation que j'ai suivie. Elle était très bien, celle que j'ai fait, comme n'importe quel livre que j'achète. Tu vois, il y a toujours les bonnes infos. Mais le truc, c'est que vraiment, j'étais bloquée sur ce pas à passer, sur ce cap, sur voilà, être sûr de soi. Voilà, j'aimerais bien aller signer un compromis, faire des projets et être sûr de moi. Me dire là, c'est vraiment là qu'il faut aller. Et ben ça, je l'avais pas, cette vision. Quand tu dis je l'avais pas, aujourd'hui, c'est bon? Aujourd'hui, c'est bon. On en est où d'ailleurs actuellement pour faire un avant-après? Aujourd'hui, on en est où sur tes investissements? Aujourd'hui, bah, du coup, j'ai fait ta formation. Une semaine après, on signait un compromis de vente sur une maison qui est située au Mans et dont je parlerai évidemment sur mes réseaux. On va documenter tout ça. Cool. Donc voilà, là, ça y est, c'est parti à fond. Ouais, magnifique. Un beau projet. Un beau projet. Et on va même aller chercher l'appartement que tu as ici pour faire quelque chose. On va même exploiter un peu mieux ce qui est déjà là et que je ne vois pas en fait. Tu voyais pas les possibilités. Clairement pas. Et d'où l'importance de se faire accompagner. C'est ça, d'avoir même des autres points de vue, tu vois, parce que effectivement, toi, ça m'a décidé, mais peut-être qu'aussi cette petite formation que j'ai faite, tu vois, j'ai pas envie de dénigrer ou quoi que ce soit. Sûr. Mais je pense que tout est bon à prendre en tout cas. Quand on veut faire quelque chose, il faut vraiment se renseigner à mort. Et puis tu peux demander à Charlotte, je suis insupportable tous les jours, je regarde des vidéos de finance, d'IMO, des gens qui ont fait des projets. Tu vois, je regarde quand même si je sais, je continue. Bien sûr. Et tu vois, c'est ça qui est bien aussi, c'est que je me dis, je me suis pas forcée non plus à faire ça pour les finances, les trucs. C'est vraiment en fait... ça m'intéresse de ouf, tu vois. J'aime bien un peu voir tout ce que tout le monde fait et tout. C'est cool. Mais tu avais besoin d'un accompagnement plus que d'une simple formation. Ouais, c'est clair. Bah, pareil, parce que tu vois, ma famille et tout, j'avais personne vraiment qui fait ça. Tu vois. Ou si, tu vois, les gens que tu cites très bien en exemple, eux là, ils ont eu des locataires qui n'ont jamais payé, ils ont défoncé tout l'appartement, fais pas ça, des Airbnb. Ça, on l'entend de tout le monde. Et la plupart, c'est que des gens qui n'ont jamais investi. Exactement, je te jure. Du coup, je me suis un peu écartée de tout ça. Je me dis, écoute, le mieux, je pense, c'est de tester par soi-même. Ouais, clairement. Donc, demoiselle atypique, à fond. Demoiselle atypique, et puis on verra où ça va aller. Si vous ne savez pas ce que c'est, on en parlera bientôt. Bon, cool, parfait. Donc, ça veut dire l'immobilier, c'est parti. Je vais te demander une dernière chose avant de clôturer complètement ce podcast. Aujourd'hui, tu développes sur les réseaux, tu vis de ta passion. Ouais. Quel est ton sentiment actuel? C'est-à-dire, voilà, est-ce que si on faisait sur une échelle de 1 à 10 du bonheur, voilà, où tu te situes et pourquoi? Et après, j'ai une autre question pour toi. Ok, mon bonheur sur une échelle de 1 à 10, franchement, il est à 12. Ouais, cool. 12 parce que et des fois, je suis très ingrate encore parce que j'arrive à me lever des fois, être là, oh, je vais pas. Mais des fois, mais heureusement qu'il y a Charlotte qui me dit, mais ta gueule, regarde ce que tu vas faire aujourd'hui. Tu vas descendre, tu vas mettre ta moto dans le camion et tu vas aller rouler. Elle me dit, tu veux quoi d'autre? Franchement, non, mais elle a raison. Je fais, putain, grave. Et c'est même pire que ça. C'est qu'avant, j'avais peur de ne pas gagner assez d'argent. Maintenant, c'est encore pire. C'est que plus on roule et plus on filme et plus on gagne d'argent. Genre, c'est vraiment
tout s'est retourné en fait clairement. en bien dans ma vie. Et je veux dire, j'ai vraiment tout, quoi. J'ai vraiment tout. Je suis heureuse. J'ai mes animaux, j'ai mon jardin, j'ai des motos. Enfin, franchement, c'est la belle vie de ouf, quoi. Pour optimiser tout ça et finir sur une clé de voûte parfaite, tu m'avais parlé d'un projet, d'avoir une énorme maison. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'objectif au travers de ce podcast ? Eh ben là, l'objectif, je ne sais pas si ce sera final ou pas, mais en tout cas, j'espère vraiment que ce sera un gros morceau de ma vie. C'est effectivement de trouver une propriété qui nous convient. Parce que là, c'est une maison voilà, qu'on a eue, qui était là, tu vois, qu'on a exploité au mieux. Mais en tout cas, on aimerait justement pouvoir allier ce qu'on aime, avoir plein d'animaux, travailler, comme je t'ai dit, hein, j'aime travailler la terre, les trucs, mais vraiment je kiffe, tu vois, c'est vraiment mon passe-temps préféré. Me dire aussi que voilà, je crée de la bonne nourriture, tu vois, c'est trop con, mais tu vois, je mets 200 € pour faire mes tomates alors qu'au magasin bio, je les ai à 4 € le sachet, tu vois. Pourquoi? Tu sais, des fois on me dit mais pourquoi tu fais ça? Mais parce que ça n'a pas de prix, juste parce que je fais pousser chez moi mes trucs. Je me dis mais jamais j'aurai de la meilleure nourriture que ce que je peux faire, et moi c'est ça. Avec les graines bio et anciennes. Voilà, je me dis c'est ça la base de la vie, quoi. C'est manger, dormir, voilà, faire un câlin à ta femme quand tu veux, c'est vraiment ça. Et du coup c'est à cette vie-là que j'aspire, quelque chose de simple et où on veut. Et puis pareil, que les enfants soient bien, que tout le monde soit bien, que je puisse faire de la moto pareil quand je veux et que ça ne dérange personne et que voilà, tout le monde soit content. J'ai vu que tu étais très famille aussi. Très famille. Parce que j'ai vu que pour l'instant, vous viviez déjà nombreux dans cette maison et que l'objectif, c'est peut-être de rassembler un peu plus de monde. Exactement, de regrouper un peu tout le monde, de faire notre village familial. Étant donné qu'on est une famille très bruyante et faut un petit peu regrouper tous ces gens chiants au même endroit, quoi. Donc l'objectif, grande maison, potager, animaux, piste, tout sur place. Ça serait vraiment le rêve ultime pour boucler le tout. C'est pas pour ça que je serais heureuse, je suis déjà heureuse. Oui, non, bien sûr, pour boucler le tout, je parle. Pour boucler le tout, exactement. Là, ce serait vraiment pour toi le summum du summum. Exactement, pour boucler, ou peut-être que ce sera une étape de la boucle. Ouais, bien sûr. Parce que, on ne sait jamais, de toute façon, tant qu'on n'a pas... Faire des choses similaires et faire profiter des gens, par exemple. Quand tu as commencé, du coup, tout ça, est-ce que tu t'es dit qu'un jour, tu en arriverais là ? Est-ce que tu arrives à te rendre compte du chemin parcouru ? Est-ce que des fois, tu te retournes pour te dire fait le truc de dingue. Franchement, non. Je me serais jamais dit que j'aurais pu en arriver là. Et même, tu vois, si on me pose souvent cette question, genre, quel conseil je donnerais à la Sarah qui avait 13 ans et qui allait monter la première fois sur son quad ? Franchement, je dirais rien. Parce que mine de rien, mes galères, mes doutes et tout, ça m'a peut-être aidé à me mener là. Et si on m'avait dit dès le début que j'allais être vraiment vivre de ça et tout, peut-être que j'aurais vu le truc différemment et que j'aurais pas fait aussi bien. Donc non, c'est bien. Franchement, je trouve que c'est une belle histoire. J'ai bien surmonté toutes mes galères, surtout. Parce que j'en parle pas beaucoup, mais j'en ai eu plein. Mais il en faut. En fait, dans n'importe quelle aventure, il en faut. Si tu veux en citer quelques-unes de galères ? Les galères, t'as plus d'argent déjà pour rouler. Je veux dire que c'est un métier, surtout au début, quand tu pars de rien. C'est comment t'achètes tout ça, tu vois. Là, autant tu peux investir, faire des crédits, des machins, mais bon, là, même si t'as déjà une moto, un truc, faut de l'essence, des trucs, t'as nulle part où rouler, si tout le monde te vire, mais bon, il y a des galères. Il y a des galères, faut trouver des solutions, faut rien lâcher en tout cas. Sans parler à la Sarah de avant, qu'est-ce que tu pourrais dire du coup à un jeune qui, sans parler forcément de la moto, mais qui a envie de se lancer, qui a une passion et qui voudrait, qui cherche la motivation nécessaire pour s'accrocher et rien lâcher jusqu'à la réussite. Qu'est-ce que tu lui dirais ? Je pense, regarde vraiment ce que ça t'apporte maintenant, est-ce que tu kiffes vraiment en fait ? Et si tu kiffes, si tu aimes, franchement, si tu aimes, fonce quoi. Cherche pas, écoute pas trop, parce que comme d'hab, c'est souvent des gens qui n'ont pas fait ou qui font moins bien, qui vont forcément t'influencer en mal. Donc fonce, juste fonce. Ok. Je pense que ça sera le mot de la fin. Franchement, j'ai été très heureux, encore une fois, Sarah, de pouvoir échanger avec toi. J'ai l'impression même que celui-ci est encore mieux que le premier. C'est sûr, toujours. Mais je garderai quand même le premier en souvenir parce que franchement, c'était vraiment un très bon moment. Je crois que le message, en tout cas, il est fort. Accrochez-vous à vos rêves, ne réfléchissez pas à combien vous allez être payé.
Battez-vous si vraiment vous y croyez et à un moment donné, si ça doit arriver, ça arrivera. C'est ça, exactement. On se retrouve sur la piste ? C'était l'histoire d'un pneu. Quand j'étais jeune, je crois que le maximum que j'ai fait, même fait plus de 2 km en calus sans arrêter. Avec le scooter. Bien assuré, caméraman. Ouais, franchement, il y a du potentiel. Ouais, bah ça va, attends, laisse-moi une heure. Ça, je sais le faire normalement. Bon, c'est peut-être pas ça. Ça, je sais le faire. Ça, On arrête tout là. Là, je lui dis tu vas tranquille et tout de suite stop. Je voyais ses mains faire ça, tu sais, c'est là. Ça va, t'as l'habitude. Tu veux m'acheter sur un chaud ? Je me suis chié dessus.